Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 8e jour du Salon de l'Agriculture, et oui déjà, et bienvenue pour notre émission quotidienne en direct des régions. Alors qui dit région dit une région à l'honneur, et cette fois-ci c'est la région du Sud-Ouest qui est la vedette aujourd'hui. Et on va parler d'abeilles, on va parler de la relation entre les agriculteurs et les apiculteurs, comment ça se passe, à quoi ça sert. Et pour cela je suis avec Laurent Bourdil, bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Vous êtes président de l'Association nationale des agriculteurs multiplicateurs de semences oléagineuses, l'ANAMSO. Et bonjour Olivier François. Bonjour. Vous êtes paysagiste et vous allez nous raconter aussi comment ça se passe de votre côté. Mais je vous propose, avant qu'on commence nos discussions, qu'on regarde une vidéo qui explique un petit peu justement comment ça se passe dans les champs entre les deux, agriculteurs et apiculteurs. On regarde tout de suite. Des abeilles, partenaires des producteurs de semences. Alors pour faire du tournesol semence, il faut 3 éléments réunis. Il faut déjà la connaissance de l'agriculture multiplicateur, son terroir, le semencier qui fournit un contrat de semence, et ensuite il nous faut des abeilles, puisque donc comme on est des hybrides, donc on a des mâles et des femelles, donc il faut que les abeilles viennent prendre le pollen du mâle pour l'amener sur la femelle, ce qui permet de faire la fécondation et d'avoir des graines avec la pureté variétale qui est recommandée. Il y a une grande confiance entre l'apiculteur et l'agriculteur. Alors effectivement, il y a une communication qui est importante. D'une part, c'est le top départ, quand est-ce qu'il faut poser les ruches. On va faire attention à tous les points d'irrigation parce que l'agriculteur il doit passer dans son champ pour irriguer. Puis on fait très attention à le relief, on ne va pas les mettre au fond d'un vallon, on va plutôt les mettre plus en hauteur. Une complémentarité retrouvée s'installe donc entre agriculteurs et apiculteurs, où chacun est aux petits soins de nos travailleuses. La ruche connectée, c'est une ruche sur laquelle il y a une balance qui permet, avec le poids de la ruche, de voir les déplacements et le mouvement des abeilles. Donc si elles sont à l'extérieur de la ruche, c'est qu'elles font leur service de pollinisation, c'est le but que nous, on a en semence. Et si elles sont à l'intérieur, c'est qu'il y a un problème. S'il y a un problème, c'est soit il fait trop froid, problème de température, soit c'est qu'elles n'ont pas la nourriture ou la force pour se déplacer. Et dans ce cas, il faut venir les nourrir pour les renforcer, pour qu'elles reprennent l'activité en suivant. Pour ces abeilles très courtisées, on a même créé un site de rencontre entre apiculteurs pollinisateurs et agriculteurs multiplicateurs afin d'optimiser la répartition des cheptels sur les parcelles. Car la ressource est précieuse pour l'avenir de notre alimentation. Alors, on nous a un peu expliqué, alors c'est marrant, vous avez un site de rencontre, hein, c'est le mythique des agriculteurs et des abeilles, puisque c'est important qu'il y ait bien la demande et l'offre. Rappelez-nous un petit peu, on vous a vu avec ces plans magnifiques derrière vous, les tournesols, donc c'est indispensable d'avoir ce travail des abeilles pour féconder. Les fleurs, c'est quelque chose qui est indispensable au travail de l'agriculteur ? Oui, effectivement, tout à fait. Pour maintenir la biodiversité, pour avoir plusieurs variétés disponibles pour tous les producteurs et agriculteurs et maraîchers, il nous faut dans nos productions, puisque ce sont des hybrides, il y a des mâles et des femelles. Et donc les abeilles, c'est l'élément qui permet de transporter le pollen du mâle à la femelle. Certaines, c'est par le vent. Nous, pour une majorité d'espèces, c'est par les abeilles. D'où la création qu'on a mis en place de BIWAPI, cette centrale de réservation, où des apiculteurs se positionnent et des agriculteurs en fonction des régions et des espèces et des périodes, ce qui permet à l'apiculteur qui est spécialisé dans la pollinisation, parce qu'il n'y a pas forcément du miel qui sera produit, c'est avant tout un transport de pollen, donc c'est un service. Donc ça leur permet, grâce à cette centrale, de se échelonner leur temps de travail sur plusieurs espèces au cours de l'année. Mais voilà. ça se fait alors avec des contrats, enfin, c'est rémunéré. Comment ça se passe en fait les relations entre les deux quand l'apiculteur s'installe sur les terres de l'agriculteur ? En fait, il y a une charte déjà de bonne pratique qui a été mise en place où chacun respecte mutuellement la production et la vie des abeilles et le travail des abeilles. Donc on détermine l'endroit où on pose les ruches, la quantité de colonies que l'on veut, combien on veut de boîtes de colonies d'abeilles. Nous, en gros, en oléagineux, c'est 2 par hectare.
Donc s'il y a une parcelle qui fait 10 hectares, il faut 20 boîtes. Ça dépend des semences, ça dépend des types de cultures. Espèces, ça dépend même des variétés. Certaines demandent d'avoir plus de colonies. Et donc on adapte. Et donc il y a bien un service, c'est un service, donc c'est rémunéré. Et donc il y a un prix qui est déterminé en monologue entre l'agriculteur et l'apiculteur. Ça se négocie. En fait, il trouve un tarif. En un seul site, l'agriculteur qui choisit un certain prix sur sa pollinisation va sélectionner les apiculteurs qui correspondent. Voilà. Et après, ils se parlent, parce qu'on a vu là dans la vidéo qu'on surveille la vie des abeilles, et on va y venir avec Olivier qui voit ça de près. Quand elles sortent pas, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de relations entre les deux tâches. On est deux métiers, même si on est agriculteur, cultivateur et agriculteur apiculteur. On est deux métiers complémentaires, donc on travaille ensemble. Donc il faut se parler, il faut parler sur le site. Tu viens, tu la poses, et chacun fait son truc dans son coin. Je te fais le chèque. Non, on se parle, on se rencontre. Nous, si on voit qu'il y a un problème sur la parcelle, qu'on arrose ou qu'on doit faire une intervention sur la parcelle, on contacte l'apiculteur. C'est prioritaire d'avoir un contact permanent entre les deux parties. Et en général, ça se passe bien ? On a eu des années difficiles, je dirais, il y a 8-10 ans en arrière. Et pourquoi ? C'était par rapport aux pratiques agricoles qui ont fortement évolué aujourd'hui, parce que les gens ne se comprenaient pas, ils ne parlaient pas. Donc de ce fait, on a fait une charte qui a été validée par le ministère de l'Agriculture à l'époque de Stéphane Le Foll, de bonnes pratiques, où chacun respecte chacune des parties. Donc, si on fait une intervention, donc, on prévient l'apiculteur. Si l'apiculteur veut sortir ses ruches avant, il nous le dit, et donc on fait tout un travail de préparation en amont et en aval pour voir s'il faut évoluer. Et chaque année, on révise cette charte de bonnes pratiques pour faire évoluer en fonction des circonstances et des besoins. Olivier, vous êtes paysagiste, donc j'imagine que c'est très important pour vous de respecter justement toute cette biodiversité et puis ces insectes qui vivent là. C'est important qu'il y ait ce travail en amont de se dire attention, on a des pratiques qui sont respectueuses les uns des autres. Oui, c'est important, je dirais même que c'est essentiel. Je suis entrepreneur paysagiste et pépiniériste dans le Haut-Jura. Et ça fait des années que dans les pratiques, on met en place des solutions qui intègrent des pratiques qui permettent de préserver ou de restaurer la biodiversité, et entre autres cette biodiversité dont les abeilles font partie, mais également les autres insectes pollinisateurs. C'est-à-dire qu'au-delà des abeilles, il y a également d'autres insectes pollinisateurs qui sont importants. Les abeilles en sont les ambassadrices, mais il faut savoir qu'il y a toute une diversité de pollinisateurs qui sont essentiels au bon fonctionnement des écosystèmes et que sans eux, eh bien, ça dysfonctionne. Et vous avez eu l'impression, vraiment, on met Laurent de côté, mais que ça évolue vraiment dans les pratiques. Vous dites que petit à petit, on a des pratiques. La charte de bonnes pratiques est là aussi pour veiller à ça. Mais vous le sentez réellement sur le terrain ? Je dirais que je ressens ça à deux niveaux. C'est-à-dire qu'au niveau des entreprises du paysage, on travaille avec des particuliers, des collectivités, des entreprises. On a affaire à des élus, on a affaire à des chefs d'entreprise, on a affaire à des gens comme vous et moi qui ont des grands jardins, des petits jardins, des terrasses, un balcon à fleurir et aménager. Et on observe autour de nous beaucoup de gens qui travaillent par mimétisme, c'est-à-dire qu'ils reproduisent ce qu'ils ont vu autour d'eux sans forcément avoir compris pourquoi ils le font. Je dirais que notre travail évolue dans la mesure où on devient des formateurs, des sensibilisateurs, et on fait de l'éducation à l'environnement et au développement durable. On va apprendre à la diversité de nos clients comment ils peuvent être des acteurs de la préservation et de la restauration de la biodiversité dans les écosystèmes qui nous entourent et en lien avec les écosystèmes agricoles et également tous ces soucis qu'on a aujourd'hui par rapport au déclin de la biodiversité, par rapport à ces insectes pollinisateurs et les problèmes de pollinisation qui sont associés à ça. J'imagine aussi que la tendance dans la société, on en parle de plus en plus, il y a une prise de conscience, donc ça doit aider à cette espèce d'acculturation que vous donnez auprès des acteurs de terrain. Oui, alors on a la chance au niveau de la profession d'avoir une structure qui s'appelle Valor, qui est une structure transversale qui regroupe en fin de compte les filières de la production horticole. Ça va des entreprises du paysage, les pépinières, la fleuristerie, les jardineries, les pépinières, j'en oublie sans doute. Et donc, on a cette structure Valor qui travaille donc à l'amont et en aval de la filière pour dynamiser tout ça et puis mettre en place des actions
auprès des entrepreneurs du paysage, des pépiniéristes, tout ça, pour faire évoluer les pratiques. Parce que c'est toujours pareil, il y a les pionniers, ceux qui sont, je dirais, avec un peu d'avance sur les nouvelles pratiques, les nouvelles technologies. Il faut que ça se généralise. Et il faut qu'on contamine les autres. Quoi. Contaminer. Et vous avez l'impression, oui, que c'est des mondes qui se parlent un petit peu plus, que ça fonctionne de mieux en mieux? Oui, effectivement, ça a fortement évolué ces dernières années, hein, puisque la biodiversité, c'est un élément déterminant pour nos travaux, nous, sur les exploitations. Hein. Donc aujourd'hui, on voit beaucoup plus de plantation de haies, de réintégration de haies en bord de champ pour intégrer justement la faune sauvage, abeilles sauvages ou autres, qui permettent pour nous, pour les agriculteurs, de développer nos productions. Par contre, vous m'avez dit, on est un petit peu en manque d'apiculteurs. Enfin, ça dépend un petit peu des périodes. Il y a des moments où c'est moins facile d'en trouver. C'est toute la difficulté, comme l'apiculteur, son métier à la base, c'est de faire du miel. Donc nous, oui, c'est pas forcément de s'occuper de vos champs. C'est de faire du transport. Et donc du coup, c'est deux métiers dans le monde apicole qui est différent. Ils sont spécialisés soit en termes de producteurs de miel, soit en termes de pollinisateurs. C'est vraiment deux métiers différents. C'est pour ça que les discussions qu'on peut avoir entre les uns et les autres sont différentes. Voilà. Et alors, vous en trouvez? Vous arrivez quand même à en trouver? On a vu ce site donc, qui permet d'avoir des propositions. On a eu des périodes, en fait, ce sont ce qui varie chez nous sur les exploitations. C'est en fonction des demandes en semences. On a des pics de production, des courbes qui varient. Et de ce fait, les besoins pour les produire évoluent. Et donc, c'était en 2007 où qu'on a créé Biwapi, justement parce qu'on avait une forte demande de multiplication de semences et pas suffisamment d'apiculteurs organisés en pollinisation. C'est de là qu'on a accéléré tous ces travaux de partenariat avec les apiculteurs pour constituer un pool de personnes disponibles pour pouvoir, et on a toute une référence de liste d'apiculteurs qui à tout moment peuvent nous rendre service. J'avais une question encore sur tout ce qui se passe, réchauffement climatique, tous ces aléas. Est-ce que ça a une incidence? Parce que vous avez parlé du respect des bonnes pratiques, de la biodiversité, peut-être des produits phyto, etc. Mais est-ce qu'au niveau du réchauffement climatique, ça a une incidence sur l'activité des abeilles? Et comment on peut contourner ça, quoi? Automatiquement, effectivement, le réchauffement climatique a un impact sur nos productions, parce que si on a une culture qui a un état sanitaire ou climatique qui est plus faible, elle aura des floraisons plus courtes et des fleurs plus petites, et de ce fait, l'abeille aura moins de ressources alimentaires. De ce fait, on a mis dans nos chartes aussi que quand maintenant on met nos ruchers, selon les situations géographiques, on met à côté des bassines d'eau, de l'eau à disposition justement pour les accompagner, puisque malheureusement quand les fleurs, quand ça fleurit, c'est qu'il fait chaud. Donc vous occupez bien des abeilles comme des animaux domestiques. Les abeilles, on s'en occupe autant que notre culture et que nous-mêmes, quoi. Donc c'est notre partenaire principal. Si on n'a pas les abeilles, on n'aura pas de semences, il n'y a pas de photo. Vous, ça change un peu vos pratiques justement pour respecter tous ces insectes et cette biodiversité? Oui, les pratiques, elles ont évolué, elles évoluent toujours. Je pense qu'on est dans un système dynamique. Il est sans doute associé au dérèglement climatique, au changement climatique. Mais je dirais qu'il y a une chose qui a beaucoup changé, c'est notre palette végétale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on aménage un jardin, on va intégrer à l'intérieur de ce jardin des strates végétales complémentaires les unes des autres. C'est-à-dire qu'on va travailler par strates. Et dans ces strates, on va utiliser des végétaux qui vont apporter de la ressource en nectar et en pollen. En fait, on parle des plantes mellifères, mais pour être plus précis, il faudrait qu'on parle des plantes nectarifères et des plantes pollinifères. C'est-à-dire qu'il y a des plantes qui vont produire beaucoup de nectar et très peu de pollen, et des plantes qui vont produire beaucoup de pollen, très peu de nectar. Ce qui est important, c'est que dans la conception et dans le choix de la palette végétale, c'est d'apporter le couvert réparti sur toute la période, période la plus longue possible, quoi. Donc il faut avoir des périodes de floraison qui soient échelonnées tout au long de l'année. Et il faut donc choisir des végétaux qui offrent ces ressources tout au long de l'année. Valor, avec d'autres partenaires, a travaillé sur un guide qui est une liste de plantes attractives pour les abeilles et les autres insectes pollinisateurs qu'on peut télécharger, qu'on peut trouver sur Internet, et qui donne une idée des plantes qui sont intéressantes à intégrer au jardin. Alors, ce n'est pas une liste exhaustive, hein, il y a beaucoup d'autres choses. C'est un début, ça évoluera de toute façon, comme la charte des bonnes pratiques. C'est un début, ce guide il date de 2017, donc il faut qu'il soit actualisé, mais disons que ça peut déjà donner une bonne base. Ouais.
Merci beaucoup en tout cas, c'est très intéressant de voir comment on prend soin des abeilles et comment ces abeilles sont utiles dans les champs. Merci Laurent, merci. Olivier. Ouais. Je vous propose de passer à une autre séquence, c'est faites pousser vos idées. On y vient tout de suite. Voilà, et je suis pour notre séquence avec monsieur et madame Jean-Luc et Nathalie Constanti pour les produits qu'on voit ici, le béret de Constanti. Mais j'avais envie de vous demander déjà, avant d'arriver au produit qui est assez alléchant, moi je le vois là direct, ça donne envie, mais que vous nous parliez de cette maison familiale qui est centenaire, si j'ai bien compris, meunier d'origine. Expliquez-nous un peu comment vous en arrivez jusqu'à ce produit avec cette maison familiale de pâtissier. Donc du coup, on est du Béarn, on est une entreprise familiale et on a... Vous avez une belle histoire parce que vous avez commencé en tant que meunier et petit à petit, vous êtes arrivé à tout ce qui est pâtisserie, c'est ça? Arrière-grand-père meunier. Arrière-grand-père meunier. Voilà. Et c'est comme ça que ça a commencé? Et vous avez repris l'entreprise au fur et à mesure Mon grand-père Léon, mon père Jean, maintenant... Et vous? Et vos enfants? Mon fils, ma fille. Ça continue? Voilà, d'accord. Et donc, vous avez évidemment le béret comme accroche parce que c'est votre identité régionale? Tout à fait. Oui, c'est ça. En fait, le béret est né à Oloron. Il est toujours fabriqué à Oloron et on vit avec ce béret dans cette région parce qu'on est dans le milieu C'est vraiment rural. Le signe régional. Voilà, c'est vraiment l'appartenance aux Pyrénées. Et donc, on l'a fabriqué avec du chocolat. On fabrique aussi un pain au maïs depuis 30 ans. Que vous avez intégré dans les chocolats? On a deux sortes de pain au maïs, un maïs nature et un maïs aux épices. Et dans ce chocolat, on a rajouté un praliné que l'on fabrique maison avec des amandes, du maïs et nos pains au maïs. D'accord. Voilà. Issu de cette histoire familiale traditionnelle. C'était l'idée vraiment d'utiliser le béret pour vous? C'était une évidence d'être dans cette production avec les boîtes et tout le marketing autour qui est très joli, un boîtier. C'était vraiment important pour vous de vous rattacher au béret? C'est une espèce d'hommage de notre maison à ces territoires pyrénéens. Où c'est quelque chose qui vit avec nous en permanence, quoi. Et puis ça représente la France aussi. Oui, voilà. Le côté territoire et le côté identité nationale et régionale. Ouais. Et vous avez eu envie aussi de développer ça pour d'autres régions? Vous vous êtes dit, c'est peut-être pas mal cette idée d'attacher un produit particulier, un signe, une identité, et de refaire ça sur des régions, c'est ça? C'est un petit peu votre idée? Oui, on va sortir une collection. Et il y aura 4 boîtes à l'arrivée. Ça sera la boîte originale, celle des Pyrénées. Et après, on aura Biarritz. Là, on va inclure un maïs popcorn plutôt dedans. D'accord. Du piment dans les bérets. Parce que c'est de là-bas. Voilà, de la griotte aussi. Et après, on aura une boîte Paris aussi. Plus amandes, noisettes, crêpes dentelle, enfin des choses plutôt un peu parisiennes. Et une boîte saisonnière qui sera peut-être celle d'Arcachon, où on pourra utiliser des fruits l'été et l'hiver plutôt des épices. Et voilà. Et comment c'est pris par vos clients? Ils apprécient beaucoup, j'imagine, ça, parce que ça apporte... c'est leur histoire, si on parle au niveau régional. Ils adorent. Ils adorent. On parle du Béarn, on parle de la France. On parle bien sûr. Donc ils adorent ça. Et alors, vous distribuez chez vous, j'imagine, en pâtisserie. Est-ce que vous distribuez ailleurs? Et comment ça va se passer pour les boîtes qui vont arriver, Paris, Biarritz? Comment ça se passe? Ou c'est sur Internet? Ou comment vous distribuez? Alors, d'abord dans nos boutiques. Ensuite, on a un site, évidemment. Mais les personnes qui se sont intéressées en premier, ce sont les palaces. D'accord. Et donc, ils les ont mis dans les suites. Parce que c'est un produit assez haut de gamme. Enfin, très, très beau. Voilà. Et voilà, là on arrive de Berlin où il y a une très grande enseigne qui s'est intéressée à nous. C'est plutôt voilà. Alors vous pourriez faire une boîte Berlin un jour? Peut-être. Ça serait pas mal. Il faudrait voir quelle spécialité ou quel produit vous y metteriez, quel ingrédient. Oui, voilà. Ça
c'est Et ça. donc, ça se développe de plus en plus. Cette Oui. maison familiale centenaire, elle a encore des beaux jours, elle a encore 100 ans devant elle, voire plus. Vous croyez? Bah, je sais pas, ça dépend de vos fils, petits-fils et petites-filles aussi, hein, Ouais. peut-être. C'est ce Peut-être qu'on que les espère. filles prendront la C'est ce qu'on relève aussi. espère, voilà, Ouais. J'espère. Bah, on vous souhaite en tout cas beaucoup de succès. On a très envie de les goûter, hein. Ça donne très envie et c'est très joli en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Jean-Luc, merci Nathalie, merci à Laurent et Olivier pour nous avoir expliqué tout ça autour des abeilles, des agriculteurs et des apiculteurs. Je vous souhaite un bon salon. Vous avez rendez-vous tout de suite avec Semence Mag et demain on se retrouve pour un nouveau En direct des régions qui sera le dernier. Bon salon, bonne journée.